bonsoir, merci de joindre à nous dans votre émission Zoom Sur. Ce soir, nous allons parler d'un événement majeur pour l'éducation. La visite effectuée samedi soir par le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, dans plusieurs établissements scolaires de la capitale. Alors, cette visite s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott, qui accorde une place de choix à l'éducation. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous M. Seyidi Ould Hamed, directeur des études de la programmation et de la coopération au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Également avec nous M. Abdoulaye Diop, qui est coordinateur du programme Sheila de Taazour. Bonsoir messieurs, merci de vous joindre à nous pour cette émission. Alors avant d'entamer le débat, je vous invite à suivre avec nous, avec les téléspectateurs, ce reportage signé Aminata Kane, qui revient sous les temps forts de l'événement de la visite présidentielle. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a effectué hier soir une visite de terrain dans plusieurs écoles incluses dans le programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott et dans le cadre de l'attention particulière qu'il accorde à l'expansion et à la modernisation des infrastructures éducatives. Le chef de l'État s'est tout d'abord rendu au lycée Elmina numéro 1 dans la Muqata'a d'Elmina. Ensuite, à l'école Mohamed Lemine Aboulmaïli dans la Muqata'a de Riyad à Nouakchott Sud, l'école Selman Farisi dans la Muqata'a de Darnaïm a été la troisième étape de cette visite. La visite s'est achevée au niveau de l'école El Jedida dans la Muqata'a du Ksar au niveau de la wilaya de Nouakchott Ouest. Lors de ces visites, le président de la République a mis l'accent sur la nécessité d'achever ces établissements éducatifs dans les délais impartis dans les cahiers des charges et de les rendre conformes aux normes techniques en vigueur. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République, a aussi entendu des explications détaillées inhérentes aux techniques et au rythme d'exécution des travaux dans les établissements visités. Il est important de rappeler que dans le cadre de la composante éducation du programme d'urgence pour le développement de la ville, 11 écoles primaires et 19 lycées complets sont actuellement en construction en plus de 190 écoles primaires et 21 secondaires et la réhabilitation de 21 écoles, ce qui permettra d'accueillir plus de 69 000 élèves dans la capitale. Le président de la République a été accueilli à son arrivée dans les écoles précitées par la ministre de l'Éducation et de la Réforme du système éducatif, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, les walis de Nouakchott Nord, Sud et Ouest, ainsi que les hakems des Muqata'a et les maires des communes visitées. Merci Aminata Kane pour ce reportage. Alors, je vais commencer par vous, Monsieur Seyidi. Dites-nous quelle importance aujourd'hui revêt la visite du président dans ces établissements aujourd'hui, l'importance pour l'éducation et ce programme vraiment de Nouakchott, ville moderne, modernisée et aussi pour booster l'éducation en Mauritanie. Merci. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de m'avoir donné cette occasion pour éclairer l'opinion publique nationale sur les réalisations les plus marquantes de notre département dans le domaine de la construction et du bâtiment en particulier. S'agissant, en réponse à votre question, certes, cette visite de son Excellence, le Président de la République, au chantier, en cours d'exécution dans le domaine du bâtiment, incitera les différentes institutions concernées, les différents responsables à doubler les efforts, à comprendre l'importance particulière que donnent les hautes autorités à ce programme de développement de la ville de Nouakchott et qui rentre dans le cadre de la mise en place de l'école républicaine et la mise en place de ses objectifs. Donc cette visite est très importante de mon humble point de vue car elle va inciter les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers à veiller au respect strict de la réglementation,
et des normes et à l'application des critères techniques ici, des normes en vigueur dans le domaine de la construction. Donc, je vais demander à M. Diop également, c'est quand même des efforts qui permettront, nous l'avons entendu dans le reportage, d'accueillir plus de 69 000 élèves et renforcer ainsi l'accès à une éducation de qualité pour tous. Vous êtes en charge du programme Sheila, entre autres, qui traite plusieurs sujets, notamment l'éducation. Comment vous prenez cette visite? Quelle importance aujourd'hui à cette visite et la construction de ces bâtiments-là? Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. Permettez-moi, à l'instar de Sidi, de vous remercier pour cette invitation et de l'opportunité que vous nous donnez pour échanger et éclairer nos concitoyens qui nous écoutent par rapport à ce programme qui se passe au niveau de Nouakchott. Et comme vous l'avez dit, effectivement, avant-hier soir, le président de la République a visité certains chantiers au niveau de Nouakchott. Donc cette visite, pour moi, s'inscrit dans le cadre de cette importance que le président de la République donne au volet éducation et particulièrement à l'école républicaine. Et cette visite s'inscrit dans le cadre de voir comment ces infrastructures sont en train d'évoluer et est-ce que nous serons à jour pendant l'ouverture scolaire, est-ce que les infrastructures seront prêtes, mais aussi ça permet de mettre un peu plus de pression à nous et aux entreprises pour terminer le travail dans les délais requis et permettre aux élèves de pouvoir en tout cas avoir des classes respectables où ils pourront suivre les cours normalement. Et aussi, pour moi, le choix aussi des Mokata à visiter, c'est extrêmement important. Le président de la République a visité certains Mokata de la périphérie de Nouakchott. C'est aussi l'importance qu'il accorde aux couches vulnérables de la population mauritanienne. Alors, dites-nous, Monsieur Seydi, pouvez-vous nous expliquer exactement le rôle concret, vous en parliez un petit peu brièvement tout à l'heure, le rôle concret du ministère de l'Habitat dans ce vaste programme scolaire qui se déroule à Nouakchott? Merci pour cette question pertinente. Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même préciser et confirmer que l'ensemble des réalisations de notre département sont inspirées du programme électoral Mon ambition pour la patrie de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, mais aussi de la stratégie nationale de prospérité partagée et de croissance accélérée. Et bien évidemment de la déclaration de la politique générale du gouvernement, de son Excellence, M. le Premier ministre Mokhtar Ould-Cheikh. Donc, en réponse à votre question, le rôle principal de notre ministère, d'une manière générale, est un rôle habituel, normal, logique, d'un département technique qui est chargé de développer un secteur vital, qui est celui de bâtiment. Donc, dans ce cadre, il procède à l'élaboration et à la mise en œuvre des lois, des politiques et des stratégies qui visent l'organisation et l'encadrement d'une manière générale de ce secteur. Aussi, ce département est habilité, conformément au décret fixant les attributions du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, à exécuter des projets de construction d'infrastructures sur l'étendue du territoire national. Dans ce cadre, plusieurs infrastructures ont été construites dans plusieurs domaines, tels que des infrastructures de souveraineté, des infrastructures pénitentiaires et de justice, des infrastructures administratives, des infrastructures de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, des infrastructures sportives et de loisirs, des infrastructures des ambassades et des chancelleries, des infrastructures dans le domaine du commerce, de l'artisanat et autres. Donc, quant aux infrastructures éducatives, notre rôle était de construire 7 établissements scolaires dans le cadre de ce programme de développement
de Nouakchott. Donc, 4 de ces établissements ont été achevés, 3 sont très avancés, et l'objectif, c'est de les achever avant l'entrée scolaire 2025-2026. Parallèlement, notre secteur, notre département aussi, a réalisé un programme ambitieux qui est celui de la construction de 4000 salles de classe sur l'étendue du territoire national. Donc, notre bilan fait ressortir jusqu'à présent des résultats de mon humble point de vue satisfaisants et honorables relatifs à la construction de 3500 salles de classe et la poursuite d'achèvement de 1000 salles de classe supplémentaires dont le taux moyen d'avancement a dépassé les 92%, dans l'objectif de les achever avant l'entrée scolaire 2025-2027. Donc, c'est pour vous dire et pour vous montrer le rôle important que joue notre département qui est dans la construction des bâtiments. Et le rôle de ce secteur également comme étant un pilier de croissance économique, vise sa contribution dans la création d'emplois, sa contribution au produit intérieur brut national, sa contribution également dans la construction des infrastructures permettant la mise en place des services de base et sa contribution au soutien de la productivité des secteurs vitaux de l'économie nationale. Donc vraiment, vous êtes un secteur où tous les autres secteurs vraiment se tiraient un peu, si je peux dire, parce que c'est vraiment la construction est au centre de tout ça. Oui, bien sûr. Bon, nous sommes un département qui est chargé de la construction des bâtiments et équipements publics, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement territorial. Donc on a plusieurs missions dans des domaines différents, mais qui se complètent et qui sont des domaines utiles pour un développement économique et social du pays. Tout à l'heure, vous en avez parlé, vous avez rappelé la nécessité de respecter, le président en a même parlé, de respecter les délais d'achèvement tout en garantissant la conformité aux normes techniques et modernes. Quels moyens vous avez mis en place maintenant, là, tout de suite, avec la rentrée qui est bientôt, peut-être un mois, et tous ces bâtiments qui sont encore à construire, où l'achèvement a quand même atteint un certain stade. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez mis en place pour garantir justement le parachèvement de la construction, mais également la conformité aux normes internationales? Merci pour votre question. Le respect des délais, comme vous le savez, nécessite la mise en place tout d'abord des prérequis nécessaires. Donc il s'agit essentiellement d'une réforme qui a été initiée par notre département relative à la mise en place des critères de qualification et de classification des entreprises, qui a permis de sélectionner les entreprises les plus qualifiées techniquement et qui sont solides financièrement et qui sont en mesure d'exécuter des projets de grande envergure et de fermer la porte devant celles qui ne sont pas en mesure d'exécuter les projets à temps. Donc c'est une mesure très importante qui a eu un impact positif sur le respect des délais, parmi d'autres d'ailleurs. Il y a également le suivi régulier et permanent de notre ministre, son Excellence M. Mamadou Niang, qui permet d'inciter nos équipes techniques, nos ingénieurs, à veiller au respect de la réglementation et des critères techniques et à l'application stricte des normes de construction en vigueur en Mauritanie. Toutes ces mesures préventives et collectives ont permis de respecter les délais, de réaliser les projets à temps et avec la qualité requise. Alors, j'aimerais, Monsieur Diop, que vous nous parliez un peu, parce que tout à l'heure je parlais du programme Sheila, de son importance, et aujourd'hui la collaboration que vous avez de Tarazoul avec le ministère de l'Habitat aujourd'hui, surtout dans le cadre de ce qui nous intéresse ce soir, qui est le cadre de l'éducation. Oui, concernant ce programme de Nouakchott, sur lequel je vais beaucoup plus insister ce soir, Tarazoul est responsable de la construction de 120 établissements. Donc c'est Tarazoul qui a vraiment
la part du Lion dans la mise en œuvre de ce programme au niveau de Nouakchott. Nous sommes dans 7 Mokata de Nouakchott, les Mokata que je dirais où il y a plus de vulnérabilité et de pauvreté. Et le ministère de l'Habitat est au niveau de l'Ixar et de Tafrakzena, et nous sommes dans les 7 autres Mokata. Donc ces 120 écoles sont réparties entre ces différents Mokata, et comme il a dit, effectivement, il y a eu des appels d'offres et ces écoles ont été attribuées aux entreprises qui l'ont mérité de la manière la plus transparente possible. Et nous avons mis en place effectivement un mécanisme qui nous permet de suivre la mise en œuvre de ces écoles. Donc à partir déjà des bureaux de contrôle et de suivi que nous avons recrutés, et dans notre cas, le plus grand bureau qui suit pour nous, c'est l'ANESP, donc qui relève d'ailleurs de votre ministère, et donc qui suit l'ensemble de ces établissements du jour au jour. Mais en plus de cela, Taazour a mis en place des équipes d'ingénieurs qui relèvent de Taazour et qui ont été repartis sur les différentes Mokata pour faire le suivi au quotidien. Donc ce suivi, nous l'avons au quotidien. On sait chaque jour, dans chaque établissement, il y a combien de maçons, il y a combien d'ouvriers, il y a combien de ferrailleurs, il y a combien de coffreurs. On connaît tout ce qui se passe sur le chantier au quotidien. Mais en plus de ce suivi qui se fait par les techniciens, il y a d'autres visites, des visites de hautes autorités de ce pays. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que s'inscrit la visite du président de la République que nous avons eue le samedi soir. Mais en plus de cela, le Premier ministre lui-même, Mokhtar Ndiaye, s'est déplacé plusieurs fois sur les différents chantiers parce qu'il y a plusieurs composantes de ce programme de modernisation de la ville de Nouakchott. Il n'y a pas que la composante éducation qui nous réunit ce soir. Donc lui, il visite toutes les composantes de ce programme. Mais en plus de cela, nous, au niveau de Taazour aussi, il y a le délégué général dont les visites sont presque quasi hebdomadaires pour aller voir l'évolution des chantiers. Et généralement, les visites sont réalisées avec moi qui suis le coordinateur direct du programme Sheila qui est en charge de l'exécution de ce programme de Nouakchott. Donc tout le monde est là au quotidien. Je n'ai jamais vu d'ailleurs un programme aussi bien suivi parce que tout le monde connaît l'importance de ce programme et la nécessité de terminer les écoles à temps pour permettre aux élèves d'avoir un cadre, un environnement accueillant pour leurs études. Donc, en plus de tout ce que j'ai cité, les entreprises aussi sont payées à temps. Dès que les entreprises déposent leurs décomptes, leurs paiements sont aussi faits à temps pour leur permettre de pouvoir continuer le travail sans entrave. Donc, tout est mis en place pour qu'il n'y ait pas d'entrave, en tout cas dans la bonne exécution de ce programme. Et je sais que les instructions ont été données à tous les niveaux par le Premier ministre pour que les paiements soient effectués dès qu'ils sont disponibles à tous les niveaux, aussi bien au niveau du Trésor. Donc tout est fait pour que les choses marchent correctement. Mais en plus, effectivement, de cette infrastructure qui est en train d'être réalisée au bénéfice de nos enfants, il y a aussi l'autre côté important. C'est d'abord des entreprises nationales qui sont en train de construire, mais aussi il y a les fils de ce pays qui bénéficient un peu des emplois pendant cette période où on est en train de construire les écoles. Donc c'est tous les caroleurs, c'est les peintres, c'est les coffreurs, c'est les maçons. Tout ce monde-là bénéficie effectivement des retombées de ce programme. Mais j'aimerais un peu revenir aussi sur ces écoles-là. Pour dire et rassurer les parents d'élèves de tout ce qui est en train d'être mis en place pour avoir une école républicaine où toutes les garanties de sécurité sont là pour les enfants et pour le corps enseignant. Par exemple, au niveau de Nouakchott, toutes les écoles que nous sommes en train de construire seront équipées de caméras.
seront équipés de caméras de surveillance. Il y a déjà des loges gardiens qui sont déjà dans ces écoles-là. Tout ça, c'est pour pouvoir sécuriser l'école et sécuriser les enfants. Et en plus, bien sûr, de l'équipement ventilateur pour faire face aux périodes chaudes, pour que les enfants puissent étudier dans de très bonnes conditions. Oui, justement, est-ce que la construction de ces bâtiments, quand même, il reste un mois, enfin un peu plus de mois pour l'ouverture des classes, Inch'Allah. Mais est-ce que ça prend en compte aussi la saison hivernale, tout ça là? Il y a beaucoup de paramètres et beaucoup de facteurs qui peuvent entraver peut-être ou ralentir que tout ça soit à temps pour l'ouverture des classes. Je peux rassurer tout le monde ici. Les 120 établissements que nous sommes en train de construire, plus de 90-95% seront réceptionnés et disponibles. Là, les 120, c'est juste au ici. Niveau de Nouakchott. Le programme, on parle du programme de modernisation de la ville de Nouakchott. Donc là, les 120, c'est au niveau de Nouakchott. Et je sais que ces 120, comme je l'ai dit, 95% seront disponibles avant l'ouverture des classes. Et la dernière école sera finalisée au plus tard le 31 octobre. Donc c'est pour vous dire que tout est mis en place pour que ces infrastructures soient remises effectivement au ministère et qu'elles soient opérationnelles pour l'année scolaire. Monsieur Seydi, Monsieur Diop parlait tout à l'heure de Anes, je pense, qui est un petit peu en charge de, je pense, réguler ou suivre et exécuter les projets. Oui, comment ça se passe aujourd'hui, cette partie-là? Oui, je voudrais, avant de répondre à votre question, compléter ce que vient de dire Monsieur le coordinateur et le doyen. Donc, en disant qu'une nouvelle politique de suivi et d'évaluation de projets a été mise en place et qui a permis d'inciter les différentes institutions qui exécutent des projets de construction à élaborer des rapports détaillés, périodiques, je dirais peut-être hebdomadaires ou mensuels, dans lesquels figure la situation d'avancement de tous les projets exécutés sur l'étendue du territoire national et les problèmes rencontrés qui peuvent entraver le bon déroulement de l'opération ou l'achèvement des constructions en question. Donc ces rapports sont transmis aux hautes autorités et ces dernières interviennent en cas de besoin pour débloquer les situations, pour résoudre les problèmes rencontrés afin d'éviter tout retard de délai et tout problème qui peut empêcher la réception de ces ouvrages à temps et avec la qualité requise. Donc, en réponse à votre question, l'Agence nationale d'exécution et de suivi de projet est une agence sous tutelle de notre département. Donc, elle se charge du suivi et de l'exécution des projets. Elle participe également à l'exécution d'une bonne partie de ces programmes lancés par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Cheikh Ghazouani. Et bien sûr, elle accomplit sa mission convenablement et suivant les normes applicables de construction en Mauritanie. Donc, je voudrais quand même préciser qu'il y a un suivi régulier et permanent de nos projets, effectués par nos ingénieurs, nos équipes techniques. Au moins, au niveau de chaque chantier se trouve un ingénieur au moins, des techniciens qui veillent sur le respect de la réglementation en vigueur en matière de construction et du respect des critères techniques décrits dans les cahiers de charges de chaque projet. Comme vous le savez, ces critères techniques diffèrent d'un projet à un autre, selon la nature du projet, selon sa taille, selon son budget. Donc, il s'agit des critères techniques qui permettent d'assurer la sécurité lors de l'exécution de l'ouvrage et la sécurité des bénéficiaires par la suite. C'est des critères techniques aussi qui permettent d'assurer la prévention contre les incendies,
des critères techniques qui permettent d'assurer également la solidité des ouvrages, leur résistance et leur résilience face aux inondations, aux chocs climatiques. Tout ça fait partie des innovations architecturales aujourd'hui. Non, ça fait partie. Ce sont des critères techniques à faire respecter pour mettre en place ou pour construire des bâtiments suivant les normes de construction. Donc, bien sûr, ces équipes techniques ont pour rôle aussi de veiller à la mobilisation du personnel et du matériel déclaré, donc sur le terrain. Également aussi au respect des matériaux de construction précisés dans le cahier de charge de chaque chantier. Donc c'est pour vous dire que vraiment toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour construire des bâtiments suivant les normes et avec la qualité requise. Vous parliez tout à l'heure aussi, M. Diop, je ne sais pas si je peux appeler ça des innovations, à savoir les caméras de surveillance. Est-ce qu'il y a d'autres innovations aujourd'hui architecturales et techniques introduites dans la construction justement de ces bâtiments-là? Bien sûr, cette nouvelle conception architecturale a permis de faire des innovations. Je citerai peut-être la conception qui a permis l'isolation thermique des bâtiments, qui a permis également aussi la possibilité d'extension en hauteur, c'est-à-dire verticalement, et la possibilité également d'extension horizontalement vu la grande superficie des terrains consacrés à la construction de ces bâtiments. Donc elle permet également aussi d'embellir les bâtiments, de les rendre en harmonie avec les milieux urbains dans lesquels ils se trouvent, ils sont construits. Donc c'est une innovation importante, moderne, qui sera améliorée toujours par les départements techniques en charge de la construction des bâtiments. Alors, M. Diop, comment le programme aujourd'hui, je pense qu'à un moment vous en avez parlé également, veille à cibler les zones les plus vulnérables de Nouakchott, réduire aussi les inégalités aujourd'hui qu'on peut avoir, scolaires? Permettez-moi de revenir un peu sur un point effectivement important que le directeur Sidi était en train de souligner dans le cadre du suivi. Il parlait tout à l'heure d'une matrice effectivement que les hautes autorités du pays ont mis en place et qui permettent d'assurer le suivi de manière hebdomadaire. Le Premier ministre sait, à partir de son bureau, le niveau atteint par chaque infrastructure qui est en train d'être mise en œuvre aujourd'hui au niveau de Nouakchott. Donc tout ça dans le cadre effectivement du suivi de ces infrastructures qui sont en train d'être réalisées au niveau de Nouakchott. Par rapport au ciblage que nous faisons au niveau de Nouakchott, dans le cadre de l'éducation, on travaille avec le ministère de l'Éducation qui a la carte scolaire du pays. Donc c'est le ministère de l'Éducation qui sait où est-ce qu'il faudrait mettre les établissements scolaires. Et donc on travaille de manière coordonnée avec ce ministère pour décider où est-ce qu'il faudrait mettre les établissements scolaires. Mais de l'autre côté, par rapport à Tahazour, nous avons le registre social. Le registre social où il y a les gens qui sont pauvres et très pauvres, et donc les gens vulnérables du pays. Et à partir donc de cette base de données, cela nous permet de nous situer sur le plan géographique dans le pays, là où il y a les gens les plus vulnérables. Ce qui fait qu'au niveau de Nouakchott, effectivement, compte tenu de notre caractère d'un organe qui veille à réduire les inégalités, nous avons choisi les zones où il y a plus de vulnérabilité au niveau de Nouakchott. C'est pourquoi on ne s'est pas retrouvé ni à Tafrak Zena, ni à Lixar par rapport à ce qui est en train de se réaliser au niveau de Nouakchott maintenant. Mais aujourd'hui, tous ces mécanismes de suivi mis en place par Sheila de Tahazour, pour assurer des infrastructures, servent réellement les familles démunies? Est-ce qu'il y a un suivi plus fort? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de contrôle ou des critères aujourd'hui? Oui, comme je l'ai dit, nous on a la chance de pouvoir
interacter avec toutes les personnes déclarées vulnérables du pays, parce qu'on a la base de données, on connaît les gens par leur nom, on connaît les gens par leur nom, par leur numéro national. Donc on connaît où est-ce qu'ils se situent. On peut vous dire avec un clic, au niveau de Touzinine, il y a combien de personnes qui sont inscrites dans le registre social. Et cela est valable pour tout le reste du pays. Donc cela nous permet, dans toute notre programmation, de pouvoir aller là où il y a les poches de vulnérabilité. Mais à Taazour, Sheila n'est qu'un programme parmi tant d'autres. Taazour, c'est tout un package où il y a des programmes d'assistance sociale, il y a des programmes d'inclusion économique, des programmes de cadre de vie, d'amélioration de cadre de vie, comme celui de Sheila. Donc c'est tout ce package qu'on amène ensemble quand nous intervenons dans le pays. Et également, est-ce que le programme prévoit au-delà de tout ça un accompagnement beaucoup plus social, c'est-à-dire des fournitures, des cantines, puis aux familles Et effectivement, dans le cadre du programme Sheila, il y a les cantines scolaires. Nous soutenons les cantines scolaires en partenariat avec le ministère de l'Éducation et le CSA. Mais en plus de cela, il y a aussi des équipements que nous faisons pour les enfants des familles les plus démunies. Donc en termes de fournitures scolaires, mais aussi en termes aujourd'hui d'habillement, pour permettre aux enfants des familles démunies d'aller à l'école de manière normale comme leurs autres collègues. Mais en plus de tout ça, Taazour et Sheila particulièrement a d'autres domaines d'assistance, parce que pour ces familles démunies, il y a l'assurance maladie avec la CANAM, qui est fournie effectivement par le programme Sheila. Et aujourd'hui également, est-ce que vous êtes en rapport, je suppose, avec déjà tous les programmes que vous avez au niveau de Taazour, et dans le cadre de Sheila, les collectivités locales avec lesquelles vous pouvez travailler, les associations de parents d'élèves, entre autres? Absolument, absolument. Ce travail se fait avec tout ce monde. Parce que l'école ne peut pas être entretenue et bien entretenue sans les parents d'élèves. Donc effectivement, nous travaillons avec les parents d'élèves dans ce cadre. Bien sûr, et les élus locaux, particulièrement les maires pour les écoles primaires et pour le secondaire, pour les conseils régionaux qui sont concernés. Donc on travaille avec tout ce monde-là pour la pérennité des infrastructures que nous sommes en train de mettre en place. Parce que rien ne sert à mettre en place des infrastructures modernes si celles-là ne sont pas entretenues et pérennisées pour les autres générations. Et ça, c'est les parents d'élèves, effectivement, et les élus locaux qui peuvent jouer ce rôle. Donc on ne peut pas faire ce travail sans associer ce monde-là. Mais mieux, vous savez, le programme actuellement, il se fait à la base. Vous avez vu, il y a un grand programme qui se fera au niveau de l'intérieur du pays, qui commence incessamment, qui est un programme sur 30 mois et qui est en train de commencer. C'est un programme à la base. La planification a été faite au niveau local, avec les élus locaux, les autorités administratives et les responsables des différentes localités. Donc c'est tout ce monde-là, avec les représentants du gouvernement le gouvernement s'est déplacé dans les différentes régions pour faire la planification. Donc cette planification est venue carrément de la base. Donc c'est les besoins réels des communautés qui ont été pris en compte dans cette programmation qui va suivre le programme qui a été fait à Nouakchott. Dans ce cadre, je vous dirais que Taazour est responsable de construire 1912 salles de classe pour la période 2025-2026 dans les régions, les wilayas du Gorgol, du Guidimara et du Hodel Sharqi complètement, dans toutes les Mokata. Et nous avons le Braknasid, Bababé, Bogué, Mal et Mbagne. Nous avons au niveau de la Saba, Barkewol et Kankossa.
Et au niveau du Hodel Gharbi, nous avons Tuile et Koboni. Et donc vous allez comprendre que ce sont nos zones de prédilection, des zones où il y a plus de pauvreté, où il y a plus d'inégalités, où il faut aider à rétablir de l'égalité en tout cas, au moins c'est au point de vue accès aux infrastructures. Là, je n'ai parlé que de l'éducation, mais nous avons aussi des postes de santé dans ces zones-là, 67 postes de santé à faire pour cette période-là. Voilà. Pour parler un peu des infrastructures, M. Seyidi, c'est le programme, pour revenir un peu dans le cadre des infrastructures, le programme de la modernisation de la ville de Nouakchott prévoit également des espaces adaptés à l'évolution, par exemple des effectifs scolaires, extensions futures, salles polyvalentes, laboratoires et autres. Et bien sûr, je voudrais quand même compléter ce que vient de dire M. le coordinateur par rapport à la planification des projets. Les ministères bénéficiaires procèdent en général à l'établissement dans l'état des lieux de la situation de leur infrastructure. Le ministère de l'Éducation. Tous les ministères, parce que nous construisons des infrastructures pour tous les secteurs. Donc les ministères bénéficiaires de ces infrastructures procèdent à l'établissement dans l'état des lieux de la situation de leur infrastructure pour identifier celles qui ont besoin des entretiens, des réhabilitations et pour également identifier les besoins en termes de nouvelles constructions. Donc c'est la base de cet état des lieux qui est élaboré, c'est la base des données clés et des indicateurs. Une expression de besoin est faite et transmise par voie officielle au ministère de l'Habitat. Et certainement c'est pareil pour Taazou. Et par la suite, notre département procède à la programmation tout d'abord budgétaire pour mobiliser les financements en concertation et en étroite collaboration avec les départements, les autorités compétentes, telles que le ministère des Finances, du projet de loi de finances qui fait l'objet de plusieurs arbitrages avec le ministère des Finances, avec le Parlement. Donc, et par la suite, nous procédons également au lancement de l'élaboration des études indispensables et nécessaires pour la bonne exécution de ces projets, donc tels que les études d'exécution, les études architecturales. Donc, si je comprends bien, cela prend en compte également la modernisation et l'entretien des établissements. Bien sûr, ça prend en compte la modernisation et tous les critères techniques qui permettent de construire un bâtiment solide, un bâtiment moderne, un bâtiment qui respecte les normes de construction, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui permet d'assurer la sécurité des occupants, qui permet également la prévention contre les risques d'incendie, les critères techniques qui permettent également de veiller à la mise en place des réseaux adaptés d'eau, d'électricité, d'assainissement, donc, et tous les critères et tous les autres critères essentiels pour un bâtiment, pour la construction d'un bâtiment moderne, en harmonie avec le milieu urbain, avec le milieu urbain dans lequel il se trouve. Donc, par rapport à votre question, si vous pouvez me... Oui, c'est dans le cadre, justement, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est concernant le programme justement de modernisation et d'adaptation du milieu, est-ce que cela prend en compte également des espaces adaptés à l'évolution des scolaires, c'est-à-dire extensions futures, ça polyvalente, laboratoire, des terrains de jeu bien sûr, les infrastructures scolaires construites par notre département correspondent essentiellement à la construction des salles de classe et des annexes. Ces annexes correspondent à la construction des logements pour les gardiens et parfois des logements pour les directeurs de ces établissements, la construction des laboratoires, des blocs latrines, des salles polyvalentes. Donc, bien sûr, ça permet de répondre aux besoins. Donc, avant de terminer mon intervention, j'aimerais quand même dire que la particularité de ces programmes, c'est qu'ils ont été conçus après une large concertation avec la population à travers les élus. Donc, c'est des programmes concertés, c'est des programmes
qui répondent à un besoin pressant, un besoin qui a été déterminé par la population à travers les élus. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une coordination entre les différentes parties prenantes et les différents acteurs concernés par la construction des infrastructures et du bâtiment en particulier. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment une concertation que vous avez eue avec le ministère de l'Éducation pour la planification de ces infrastructures-là? Bien sûr, on planifie de cette manière dont je viens d'évoquer tout à l'heure. Donc chaque département exprime son besoin et le ministère de l'Habitat procède à la programmation de ces actions en mobilisant les ressources nécessaires, en faisant les études essentielles pour la bonne exécution de ces projets et en assurant un suivi régulier et permanent qui se concrétise par la mobilisation des équipes techniques telles que des ingénieurs, des techniciens sur le terrain pour veiller au respect de la réglementation en vigueur et veiller également au respect et à l'application des critères techniques définis par les cahiers de charges spécifiques à chaque projet et conformes aux normes de construction en vigueur en Mauritanie. Donc c'est dans ce même contexte-là que vous assurez quand même la construction avec une durabilité, surtout dans le contexte marqué par la pression démographique, on dit, l'environnement, entre autres. Bon, comme vous le savez, la durabilité nécessite la mise en place des prérequis. Il s'agit essentiellement de s'assurer que ces bâtiments offrent le confort, offrent également l'isolement thermique, offrent la résilience, offrent l'économie en termes d'énergie et offrent la possibilité de les entretenir avec de moindres dégâts. Donc, et pour ce faire, en tout cas, notre département avait revu son cadre législatif et réglementaire pour tenir compte des questions liées à l'environnement, en imposant lors de la conception de chaque projet la prise en compte des indicateurs permettant d'assurer la résilience des bâtiments, leur confort, l'économie en termes d'énergie, ainsi de suite. Donc, s'y ajoute également l'élaboration par le gouvernement d'une contribution déterminée nationale qui a été actualisée une fois et qui est en cours d'actualisation, que nous dénommons la CDN 2.0. Nous sommes en train de le faire en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, dans lequel figurent tous les engagements de l'État qui visent à faire respecter les normes environnementales dans tous les secteurs. Donc c'est une contribution très utile, très importante et qui va nous permettre de mettre en place les dispositions nécessaires pour assurer l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Alors, est-ce que, M. Diop, ce sont les mêmes garanties qui vous incombent également? Oui, en fait, en matière de construction, ils sont les garants de tout ce qui est normes de construction. Donc, les normes sont respectées. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau parce que les normes techniques sont respectées sur le terrain et c'est pourquoi il y a les bureaux de suivi et de contrôle qui sont sur le terrain et c'est pourquoi nous avons des ingénieurs et techniciens qui sont sur le terrain au quotidien. Donc pour moi, ces normes techniques, je ne me fais pas assez de soucis par rapport au respect que les entreprises vont en faire et c'est une obligation. Si vous ne respectez pas les normes, vous ne pouvez pas être payé de toute façon. Donc, si les gens continuent à travailler, à recevoir l'heure de compte, c'est qu'effectivement, jusque-là, les qualités techniques et les normes sont respectées. Mais l'autre côté aussi que je voulais souligner par rapport à ces écoles, c'est aussi le respect du genre qui est pris en compte. Je le dis parce que j'allais y venir tout de suite. J'ai une femme journaliste en face de moi, mais je sais que le fait d'amener l'école tout proche des quartiers et éviter les distances aux filles, ça contribue à protéger les filles. Et le fait qu'il y ait toute cette sécurité autour des établissements, les caméras, les gardiens, tout ça contribue effectivement
à créer un environnement sain pour les enfants. Et en plus, dans chaque école, il y a des blocs de latrines dédiés aux femmes et des blocs de latrines dédiés aux garçons. Donc tout est fait pour que les enfants puissent s'épanouir dans le milieu scolaire. Et mieux, dans les écoles, il y a même des rampes qui sont prévues pour l'inclusion, pour les enfants qui vivent avec un handicap. Donc tout ça a été pris en compte pour que tous les enfants mauritaniens puissent aller à l'école sans encombre. C'est parfait. Parlons des défis que vous avez eu à rencontrer, des défis dans le contexte urbain ou des défis dans la mise en œuvre du programme. Comment vous faites aujourd'hui pour les surmonter? Est-ce que la population vous accompagne? Est-ce que voilà. Bon, merci. Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même préciser que lors de la revue de notre cadre législatif et réglementaire, notamment l'élaboration d'une nouvelle loi de l'urbanisme et de la construction, cette loi prévoit des sanctions et des mesures coercitives contre les professionnels qui failliraient à leur mission, donc tels que les bureaux d'études, les bureaux de suivi, de contrôle, les architectes et autres. Donc c'est une mesure qui permet un peu d'inciter les professionnels à respecter les normes, à assurer la qualité et à accomplir convenablement et légalement leur mission. Donc en parallèle aussi, et dans le domaine de la prise en compte des questions de l'environnement, le gouvernement avait créé également un établissement chargé de la réalisation des travaux par les matériaux locaux. Donc pour aboutir à mettre en place des bâtiments durables, ça nécessite également l'encouragement de l'utilisation des matériaux locaux tels que les pierres à terre compressée et autres. Donc dans ce cadre, notre département avait lancé un projet pilote de construction de 50 logements en briques en terre compressée à Sidi Babi. Ce projet a été conçu sous forme de chantier école et a permis de former des centaines de jeunes sur un nouveau métier. Donc c'était un projet pilote que nous allons essayer de généraliser sur l'étendue du territoire national avec le temps. Donc également cette nouvelle loi de construction et de l'urbanisme permet également aussi de faire de nos villes des espaces de vie et de créativité en nous offrant la possibilité de maîtriser et de bien gérer et de bien planifier le développement urbain de nos agglomérations urbaines. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des réformes importantes qui ont été initiées par notre département et qui visent vraiment à remédier aux problèmes techniques, financiers, logistiques, qui risquent toujours d'entraver l'atteinte des objectifs. Donc, comme vous le savez, je voudrais quand même préciser que le gouvernement, suite aux États généraux qui ont été lancés en 2021 sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, avait initié l'élaboration d'une stratégie de développement du secteur du BTP et du bâtiment en particulier. Donc ces États généraux ont permis de réunir tous les acteurs, les professionnels, l'administration autour d'une table ronde pour discuter de leurs problèmes, pour essayer d'identifier les goulots d'étranglement du secteur et pour essayer également aussi de trouver des solutions adéquates à l'ensemble des problèmes techniques, financiers qui risquent d'empêcher l'atteinte des objectifs. Dans ce cadre, un ensemble de recommandations a été en fait, cette stratégie a permis d'identifier quelques recommandations importantes et utiles pour surmonter les obstacles, pour remédier aux problèmes, tels que la mise en place des critères de classification et de qualification,
que j'ai évoquées tout à l'heure, qui ont permis de sélectionner les meilleures entreprises, les plus qualifiées et qui sont solidement, financièrement très solides et qui sont en mesure d'accompagner cette volonté politique de mettre en place des infrastructures de qualité. Donc, parmi également ces recommandations, c'est le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes. Et dans ce cadre, notre département avait redynamisé sa coopération pour essayer de créer ou de mettre en place un cadre de concertation entre nos techniciens, nos cadres ingénieurs et techniciens avec leurs homologues dans des pays amis et frères pour essayer de faire un échange d'expertise et d'expérience et pour essayer d'améliorer leur savoir-faire dans le domaine de la construction d'une manière générale. Dans ce cadre, plusieurs formations ont été organisées par nos partenaires à l'étranger, dans le domaine de l'urbanisme, en Chine, au Japon. Nous avons participé à plusieurs forums au Maroc, à Paris, donc, qui visent à promouvoir, à encourager la construction des bâtiments durables et à découvrir. Et ça nous a permis de découvrir également les nouvelles techniques de construction utilisées dans le monde. Donc, nous essayons d'avancer, d'atteindre les objectifs. Des réformes ont été mises en place, elles sont en train d'être mises en œuvre. Donc, certainement, dans l'avenir est un avenir prometteur qui va nous permettre, Alors, pour compléter, je parlais des défis, rencontrés aujourd'hui dans la mise en œuvre du programme. Et comment vous faites aujourd'hui pour les surmonter à l'image du ministère de l'Habitat? Absolument. Moi, je vais revenir à des défis très courants qui sont souvent rencontrés dans ce genre de programme. D'abord, aussi bien pour le monde rural que le monde urbain. Et il y a l'appropriation communautaire. Quand vous mettez des infrastructures en place, il faudrait que ces infrastructures, que les gens sentent que c'est leur infrastructure. Vous savez, dans nos traditions, souvent tout ce qui appartient à l'État n'appartient à personne. Alors que quand on fait une infrastructure scolaire dans une localité, la localité devrait se considérer comme étant se l'approprier. Voilà, se l'approprier comme il faut. Et cette appropriation est nécessaire. Et c'est pourquoi, effectivement, l'importance du rôle des parents d'élèves et des élus. Et souvent, cette appropriation est très limitée. C'est pourquoi vous voyez, on construit des écoles, on revient quelques mois après, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a plus de porte. Parce qu'effectivement, il n'y a personne qui surveille, ça n'appartient à personne. Donc, il y a cet élément qui est un défi et que les parents d'élèves et les élus devraient prendre à bras le corps. L'autre défi qu'on rencontre beaucoup plus dans le monde rural, là, c'est notre sédentarisation anarchique. Les Mauritaniens ont un territoire très vaste. Chacun habite là où il veut. Et il veut avoir toute l'infrastructure là où il se trouve. Et généralement, on a des localités qui sont formées d'une famille, à la limite 2, 3 familles, qui se disent, voilà notre village, il nous faut de l'eau, il nous faut l'école, il nous faut le poste de santé. Tout le monde sait que cela n'est pas possible. L'État n'a pas les moyens de mettre l'école. D'abord, ce n'est même pas raisonnable de mettre une école pour 3 ou 4 familles. Et dans notre pays, il y en a. Le dernier recensement fait par l'ANSAD montre que plusieurs localités de notre pays n'ont même pas une centaine de personnes. Donc, d'où la nécessité, effectivement, de regrouper les localités. Et au niveau d'Azur, il y a tout un programme qui s'appelle Tamir, qui s'occupe de cela. Et je crois que des porteurs de voix comme vous, les élus locaux, les citoyens lambda, tout le monde devrait mettre assez d'efforts pour que nos concitoyens comprennent qu'il y a une nécessité de regrouper les localités pour pouvoir leur apporter l'infrastructure nécessaire.
Et je sais que nous sommes une société où chacun veut être chef. Donc chacun veut avoir son village, chacun veut avoir son campement, mais il faudrait que cela cesse, ça ne peut pas continuer. Il faut regrouper les gens. D'abord, regrouper les gens permettra aux gens de comprendre qu'ils doivent vivre ensemble, qu'ils sont ici dans le même pays, qu'ils ont le même destin, et ils doivent vivre ensemble, partager les mêmes ressources de manière équitable et se connaître. Amener les enfants à aller fréquenter les mêmes écoles, au lieu chacun dans son coin. Et ça, chacun doit y mettre ses efforts pour que cela aboutisse. L'intérêt commun sur l'intérêt individuel. Absolument, absolument. Et je sais qu'au niveau d'Azour, il y a tout un programme qui est en train de travailler sur les regroupements villageois, sur le changement de mentalité, effectivement, qui est aussi un problème que nous vivons. Donc il faudrait travailler là-dessus, il faut des sensibilisations, il faut que chacun d'entre nous s'y mette pour arriver à faire comprendre à nos gens qu'on ne peut plus avoir ce réflexe de transhumant éternel. Il faudrait à un certain moment se fixer et se fixer dans des endroits viables que tout le monde a la possibilité aussi de viabiliser. Cela faciliterait beaucoup les choses pour vous également au niveau du ministère de l'Habitat aujourd'hui. Les gens se rassemblent un peu sur la construction des infrastructures et tout. Bien sûr, ça fait d'ailleurs partie de nos politiques en cours d'exécution. Nous aussi, nous avons à notre niveau un programme très important qui est celui de regroupement des localités, qui a plusieurs objectifs. Tout d'abord, de fixer les populations dans leur terroir, en leur offrant tous les services de base essentiels. Donc nous intervenons pour la construction des mosquées, des marchés, des logements pour les employés de l'État. On intervient également pour élaborer des plans de lotissement géoréférenciés, numériques, sécurisés. On procède également à l'installation des populations après avoir finalisé ou achevé les équipements nécessaires et en s'assurant de l'existence de l'eau potable. Donc c'est un programme qui vise un peu à lutter contre la migration du milieu rural vers le milieu urbain, la fixation des populations dans leur terroir et qui permet aussi d'économiser les ressources de l'État pour éviter la répartition incontrôlée sur l'étendue du territoire ou l'existence plutôt des villes ou sur l'étendue du territoire national. Donc en parallèle aussi, nous venons aujourd'hui de se réunir pour la validation d'une stratégie nationale de la sédentarisation. C'est pour un peu encadrer ce domaine d'activité, essayer un peu de s'organiser, d'éviter la création des villes d'une manière anarchique et de bien gérer le territoire en matière d'urbanisme, en matière d'habitat, en matière de construction. En parlant de perspective, parce que nous sommes rattrapés quand même par le temps, le ministère trace, je pense, a-t-il tracé aujourd'hui pour moderniser l'ensemble du parc scolaire national, pas seulement à Nouakchott, mais à l'intérieur du pays également? Bon, comme vous le savez, nous, comme je l'ai dit préalablement, nous intervenons suite à la demande des autres départements. Mais en tant que département chargé du développement de ce secteur d'une manière générale, nous avons notre propre politique qui vise à assurer la construction des bâtiments solides, performants, mais aussi d'assurer leur entretien. Et au niveau de notre département, nous avons une direction chargée de l'entretien et de la maintenance des bâtiments. Donc nous intervenons toujours pour assurer la continuité d'exploitation de ces bâtiments sur l'étendue du territoire national. Et bien sûr, les perspectives sont nombreuses. Il s'agit tout d'abord, comme je l'ai dit, de revoir, de réviser le cadre législatif et réglementaire organisant ce secteur. C'est ce qui a été fait, comme je viens de le dire tout à l'heure, de mettre en œuvre cette stratégie qui a été élaborée par le Premier ministère relative au développement du secteur du BTP en général et du bâtiment en particulier, par la mise en œuvre des recommandations telles que les critères de qualification et de classification que je viens d'évoquer,
mais aussi mettre en place des critères de qualification et de classification pour les bureaux de suivi et de contrôle. C'est ce qui va permettre d'assurer un bon suivi et d'assurer une bonne qualité de la construction des infrastructures. Donc, il reste à compléter ce cadre législatif et réglementaire par des décrets d'application qui seront élaborés et approuvés. Donc, en parallèle, nous avons également élaboré et approuvé en Conseil des ministres les mois derniers un règlement simplifié de la construction et un règlement simplifié de l'urbanisme dans l'attente de finaliser l'élaboration de ces décrets d'application et leur approbation pour combler le vide, pour ne pas accepter qu'il y ait un vide dans la réglementation régissant et organisant ce secteur. S'y ajoute bien sûr, comme je viens de le dire, nos efforts pour doter l'ensemble de nos villes des documents et des outils essentiels pour une bonne gestion et planification urbaine, afin de faire de celles-ci des espaces de vie et de créativité. S'y ajoute également notre intervention ou notre programmation ou notre initiation, plus précisément, de l'opération d'élaboration d'un nouveau schéma national d'aménagement de territoire qui va permettre d'identifier les orientations et les priorités de manière à repartir les investissements d'une manière équitable et juste afin de faire de nos villes des pôles économiques compétitifs en mesure de créer, de faire de notre pays, d'assurer plutôt un développement économique et social de notre pays. Donc, toutes les mesures entreprises, toutes les réformes mises en place visent ou prouvent la volonté politique de son Excellence le Président de la République à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Donc, en leur offrant tous les services de base essentiels, en leur offrant la possibilité de trouver des emplois durables dans leur pays, en leur offrant la possibilité également d'améliorer leurs conditions de vie économiquement par ces mesures. Les mesures concrètes. Alors, avant de finir, je sais qu'au niveau d'Arazoul, vous avez plusieurs programmes, mais est-ce que le programme Sheila peut aller au-delà de Nouakchott? Et peut-on envisager une extension vers d'autres Oui, en fait, régions à l'intérieur du pays? Le programme Sheila est un programme national. Donc, il intervient dans tout le pays. Et d'ailleurs, nos interventions étaient beaucoup plus concentrées à l'intérieur du pays. C'est dans le cadre de ce programme de développement et de modernisation de la ville de Nouakchott que nous sommes en train de construire 120 infrastructures au niveau de Nouakchott. Mais dans le mandat passé du président de la République, nous avions construit 107 établissements scolaires en moyenne de 6 salles de classe par établissement. Donc vous voyez déjà le nombre de salles de classe qui étaient déjà construites dans le premier mandat du président, mais aussi dans le cadre du programme prioritaire pour la généralisation de l'accès aux infrastructures nécessaires au développement local. Je disais tout à l'heure qu'on va faire à l'intérieur du pays, on va construire 1912 salles de classe dans les wilayas que j'avais précités, et on y construira aussi 67 postes de santé. Donc ça, c'est vraiment à l'intérieur du pays. Donc c'est notre zone d'ailleurs de prédilection. Pour nous, c'est beaucoup plus l'intérieur du pays. Donc le programme Sheila va continuer ses interventions ordinaires qu'il faisait en coordination avec les différents départements ministériels, mais aussi continuer à mettre en œuvre ce programme prioritaire qui est un programme qui a été mis en place par le gouvernement mauritanien et, comme j'ai dit, qui a été conçu à la base. Les gens se sont déplacés sur le terrain, discuté avec les populations, discuté avec les élus locaux pour sortir avec un programme concret où les représentants du gouvernement sont revenus, travailler sur le programme et repartir sur le terrain pour restituer ce programme. Donc le programme a été fait avec les communautés, il a été
finalisé au niveau central, mais reparti, les gens sont repartis sur le terrain pour restituer le programme, voir est-ce que le programme a été fidèle par rapport à ce que tout ce qui a été dit et que ça correspond effectivement aux besoins de communauté tels qu'elles les avaient exprimés. Merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Je rappelle que nous étions ce soir avec monsieur Seyidi Ould Mohamed, directeur des études de la programmation et de la coopération au ministère de l'Habitat, mais également avec monsieur Abdoulaye Diop, qui est coordinateur du programme Sheila Tatarzo. Merci beaucoup. Merci et voilà, également. je vous souhaite une excellente soirée, chers téléspectateurs, en compagnie des programmes d'El Mauritania. Bonne soirée.